Bonjour et bienvenue dans votre magazine quotidien de l'innovation. Alors on ne parle plus que de ça dans les médias tech américains. En France, on observe le phénomène qui semble un peu fou. Ce sont les NFT, alias les Nifties pour les intimes, qui font les gros titres avec par exemple ce clip d'Elon Musk ou encore le premier tweet de Jack Dorsey, PDG, fondateur de Twitter, qui s'est vendu à 2,9 millions de dollars. Alors derrière ces gros coups de pub, on va dire, c'est une tendance de fond qui se dessine autour de la blockchain, des crypto-monnaies et actifs et la valeur de la rareté qui revient dans le monde numérique. On va décrypter tout ça aujourd'hui dans Smart Tech. D'abord avec Marwan Elfites de Station F dans la séquence Launchpad. On verra comment les startups se mettent au NFT et pourquoi faire. Et puis ensuite, au cœur de l'émission, j'interrogerai 3 experts des NFT pour tout comprendre vraiment de ce phénomène. Ensuite, on changera de sujet. J'interrogerai cette fois Guillaume Monteux dans sa chronique Game Business sur son business model. Il va nous parler donc des recettes de l'in-game advertising. Et puis on conclura avec une innovation dans le domaine de la santé, des mesures médicales qui peuvent être désormais réalisées à partir de la lecture d'images de caméra. Mais tout de suite, donc place au Launchpad. Le Launchpad, c'est la séquence où l'on découvre le monde des startups côté coulisses et c'est Marwan Elfites chaque semaine qui nous offre ce regard sur ce qui se passe dans le plus important campus de startups d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va donc commencer à défricher ce sujet des NFT. Ensemble, on va voir comment les startups s'en emparent. Si je devais décrire très rapidement, bon déjà NFT c'est pour Non-Fungible Token, ça fonctionne à peu près sur les mêmes bases techniques que les crypto-monnaies ou ces nouvelles monnaies numériques, mais ils ont une particularité, ces tokens, c'est qu'ils ne sont pas interchangeables, ce sont des jetons uniques, on peut comparer ça un peu à des tirages limités. Marwan, j'aimerais bien moi avoir votre définition de ces NFT. Les NFT, elles finissent par créer un lien entre les industries créatives et le monde du numérique. Souvent, on pensait que naturellement, ces deux mondes étaient opposés, dans la mesure où le monde créatif est dominé par l'artisanat et par la propriété intellectuelle. Ouais. Vu comme étant difficilement compatible avec l'industrie numérique. Ce qui a créé d'ailleurs des discords sur la musique ou le cinéma. Effectivement, et vous l'avez dit en introduction, le tweet de Dorsey, une œuvre de Beeple estimée à 69 millions de dollars, ce qui en fait le 3e prix le plus élevé aujourd'hui pour un artiste vivant, et c'est une œuvre numérique. Et alors, quels sont les enjeux pour cette industrie créative ? Souvent, on disait que le monde de la réalité augmentée ou virtuelle, le monde de l'intelligence artificielle ou le monde de la blockchain allait remettre en cause la création telle qu'elle existait jusqu'aujourd'hui, alors qu'en fait, on est en train de voir qu'elle l'augmente, qu'elle l'accompagne et qu'elle crée de nouvelles possibilités. Donc c'est plutôt quelque chose de positif selon vous. Les actifs digitaux ne sont pas tous des NFT, hein, je l'ai dit, ceux-ci sont vraiment très particuliers. Ouais. Oui, on a des startups qui sont dans le domaine des assets virtuels. On avait déjà parlé de la startup Azerus qui permet aux streamers de jeux vidéo sur Twitch, sur YouTube, de créer et d'engager leur communauté et en échange de leur donner des biens virtuels qu'ils peuvent ensuite dépenser dans des jeux vidéo. C'est pas du NFT, c'est des items virtuels comme on en voit souvent, même dans des jeux comme Fortnite par exemple. D'accord. Alors, ces startups, elles se mettent quand même au NFT. C'est une tendance qui prend, oui. Vous observez ? Oui, on le voit. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans quelques mois, parce qu'il y en a pas mal qui sont en train d'arriver en ce moment. Mais on a déjà vu une très grosse qui s'appelle Sorare, notamment. Sorare, qui est l'un des acteurs leaders du moment. Et ce qui est intéressant, c'est que le NFT, on en parle beaucoup dans le domaine de l'art. Mais là, on dépasse le domaine de l'art, on parle du gaming. Alors, Sorare, pour expliquer, c'est une start-up qui a été accompagnée notamment par le programme Ubisoft, qui a été créé fin 2018 à peu près, qui un peu remet au goût du jour les cartes Panini. Où on collectionnait des cartes de joueurs de foot qu'on collait dans un album. Là, c'est exactement la même chose, mais sauce 21e siècle, sauce numérique, où là, on peut collectionner des cartes rendues uniques par le NFT, des cartes de joueurs qui vont du coup suivre les vraies performances des joueurs. Vous allez pouvoir avoir un système d'enchères et jouer via des championnats sur le jeu. Et ils sont passés quand chez Station F, Sorare ? Ça date de quand ? Je veux dire, c'est pas... Il y a quelques mois. Quelques mois, ils ont une croissance extraordinaire. Donc, ils étaient dans la dernière saison du programme Ubisoft. Ubisoft va lancer une nouvelle saison avec pas mal de startups du NFT. On aura l'occasion d'en reparler. Mais Sorare, croissance extraordinaire, levée de fonds de 40 millions auprès des plus gros fonds de la planète, notamment Axel Partners et Benchmark. Benchmark, c'est quand même l'un des fonds qui a juste accompagné Snap ou Zendesk. Donc, ils ont quand même né assez fin. Donc, à suivre grandement. Oui, c'est un démarrage en trombe quand même, Sorare. Alors, au-delà du NFT, toujours, vous voyez des applications de la blockchain qui se développent dans les startups que vous hébergez ?
Oui, alors, NFT passionnant parce qu'on voit que la blockchain dépasse le monde des crypto-monnaies, mais aussi la blockchain, vous pouvez voir différentes applications, notamment au niveau de la contrefaçon. Saifem, qui est une startup qui est passée par le programme Thales et le programme LVMH, permet de traquer les produits contrefaits via les prises de photos et via de la blockchain derrière. On a aussi des solutions qui utilisent la blockchain pour construire des identités virtuelles, notamment la solution Gravity qui permet à citoyens, notamment en Afrique, d'avoir une pièce d'identité virtuelle sur leur téléphone. Et Synapse également travaille sur cette identité? Oui, et même concept, aussi passé par le programme Ubisoft décidément. Donc c'est un programme qui est assez focalisé sur l'application de la blockchain. Alors, on a parlé du domaine de l'industrie culturelle et de l'art. Il y a plusieurs cas d'usage. On a parlé des ventes d'objets d'art. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre demain avec le NFT? Le NFT, notamment, c'est tout ce qui va toucher le monde du divertissement. On va arriver, notamment des startups, au niveau des marketplaces de NFT, comment on échange des objets, art ou pas, forcément. Comment on applique le NFT au monde du gaming, au-delà du cassoir, notamment dans les MMORPG. Il y a pas mal de cas d'usage. Je pense au début, il y a pas mal de questions qui se posent. Est-ce que c'est une bulle dans le domaine de l'art? Mais en tout cas, le NFT a d'autres champs d'application qui peuvent être passionnants. Donc pour vous, c'est pas une bulle, ce NFT? Ça ne l'est pas dans l'ensemble des domaines qu'on va voir. Et je pense que dans quelques mois, on va avoir l'occasion d'en reparler, vu les startups qui commencent à arriver dans le domaine. Ouais, vous pensez qu'il y a des nouvelles opportunités qui n'ont pas encore été explorées, peut-être? Exactement. L'industrie créative, il y a un champ d'application qui est juste extraordinaire. Merci beaucoup, Marouane El Fites. Vous êtes, je le rappelle, responsable des programmes Start-up de Station F. Alors, on va continuer notre discussion autour de ce phénomène des NFT dans un talk avec 3 experts qui vont nous expliquer tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Alors vous avez envie de savoir, j'en suis sûre, ce qu'il se passe de plus excitant, parfois génial ou comique, voire perturbant dans le milieu de la blockchain, qu'on peut appeler aussi la cryptosphère. Eh bien cela tient en 3 lettres, les NFT ou de leur petit nom, les Nifties. Alors qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça pourrait changer demain? Je poserai toutes ces questions à Adrien Zera, responsable de l'adoption de la technologie Tezos en France chez Nomadix Labs, un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos, Tezos étant une crypto-monnaie. Je poserai aussi la question à Simon Pollereau, président et directeur général de l'ADAN, une association professionnelle pour le développement d'un secteur industriel en France sur les crypto-actifs. Et également, mais ce sera en visio, à Pierre-Nicolas Hurstel, qui est le PDG de Dariani, vous me direz comment on doit prononcer, qui est un consortium indépendant à but non lucratif dont la mission est de construire une norme mondiale pour la certification numérique des objets de valeur. Alors, on va démarrer avec d'abord une définition du NFT et de son utilité, Adrien. Écoutez, oui, commençons par ça. Merci tout d'abord de nous donner l'opportunité de participer à cette émission. Le NFT, en fait, c'est la représentation digitale, on va dire, unique et indivisible d'un actif qui peut être soit réel, typiquement un objet, une peinture, une statue, une œuvre d'art, ou d'un actif qui est digital, typiquement un tweet, une vidéo, une image. Et ce qu'on va faire, ces actifs-là, en fait, ils ont une caractéristique qui est importante, ils sont uniques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire l'unicité, c'est vraiment le mot important, c'est l'unicité. On va inscrire cette unicité sur une blockchain, qui est un registre distribué, et on va représenter ces actifs sous forme de ce qu'on appelle les NFT, non-fungible tokens, ou les tokens non fongibles. Et donc, représenter, inscrire l'unicité sur blockchain et permettre l'échange de ces actifs et de la propriété associée à ces actifs sur ce réseau pair à pair, donc sur une blockchain, de manière assez facile en fait. Voilà. Quelque chose à ajouter, Simon, sur la définition du NFT? Merci. Alors non, je pense que je suis d'accord avec la définition évidemment. Je pense qu'on peut essayer de faire un petit parallèle. Comme on connaît bien un peu maintenant les crypto-monnaies, un peu. Un petit peu. On commence un petit peu mieux à comprendre les crypto-monnaies. C'est ce support blockchain qui a permis en fait de donner des caractéristiques un petit peu tangibles à des actifs qui sont en fait complètement virtuels. La différence entre une crypto-monnaie et un NFT, c'est vraiment ce côté, ce que Adrien a dit, non fongible, c'est-à-dire qui n'est pas interchangeable. Alors déjà, c'est pas une monnaie.
Exactement. C'est un actif, donc ça peut être un actif physique ou virtuel, j'essaie de résumer. Oui, tout à fait. Et il n'est pas interchangeable, c'est son caractère donc non fongible, donc il est unique. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de NFT dans les médias, c'est pour nous parler de vente aux enchères. Oui. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est lié à ce système d'enchères ? Alors, c'est, je pense, dû à la nature des premiers NFT qui marchent aujourd'hui, c'est-à-dire des NFT qui sont en lien avec le domaine de l'art, essentiellement, ou du jeu vidéo. Dans l'art, c'est un mode de vente assez commun, la vente aux enchères, puisque la découverte de prix sur un objet artistique est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué, l'estimation d'un bien. Donc un artiste, il peut attribuer une valeur à son bien, mais le public peut très bien y attribuer une valeur plus importante. Donc le mécanisme de vente aux enchères, ça permet de découvrir un peu un prix avec un public autour d'un mécanisme, autour d'un objet déterminé. À la différence d'un marché plus traditionnel qui est plutôt du coup pour les objets interchangeables, puisque vous achetez une quantité. Là, vous achetez un objet en particulier et donc le mécanisme de vente aux enchères prend tout son sens. Alors, on va demander à Pierre-Nicolas Hurstel aussi d'intervenir sur ce moment où on ne parle plus que de ça pratiquement, surtout aux États-Unis, des NFT. Pourquoi cette folie des Nifties, selon vous, Pierre-Nicolas ? Alors, pourquoi la folie ? Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette technologie, ça fait plusieurs années qu'elle existe, et elle est effectivement intéressante parce qu'elle permet de créer de la rareté numérique. Elle permet de créer ce qui n'était jamais arrivé avant, de la valeur sur Internet. Et pour compléter la liste des définitions, je dirais que dans le monde d'avant les NFT, si j'ai une photo sur mon ordinateur et que je vous l'envoie à tous les trois en plateau, on a maintenant 4 photos sur le réseau. Avec un NFT, on a la certitude qu'il n'existe qu'une représentation d'un quelconque élément digital. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est l'idée de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire désormais de manière complètement numérique quand on est capable de prouver qu'on a quelque chose d'unique, une pièce unique de valeur qui représente quelque chose de physique ou de digital. À quoi pouvons-nous avoir accès ? À quelle communauté on peut avoir accès ? À quel service on peut avoir accès ? Finalement, qu'est-ce qui devient possible quand on peut faire une preuve numérique de manière simple et automatique de la propriété de quelque chose d'unique. Et donc je pense que c'est ça qui est très intéressant et qui enflamme, je dirais, l'écosystème en ce moment. C'est très intéressant évidemment pour l'art, c'est très intéressant pour la photo, et c'est très intéressant pour énormément d'autres applications. Nous, on travaille sur les objets de valeur, mais il y aura énormément d'autres déclinaisons possibles parce que ces possibilités qui sont ouvertes n'ont jamais été vues sur Internet avant l'émergence de cette technologie. Oui, c'est ça qui est très excitant, c'est ce champ des possibles à explorer. C'est comme si on posait les premiers pas sur la Lune, un peu, avec les NFT en ce moment. Et d'ailleurs, parfois, on a l'impression d'être totalement sur la Lune quand on voit le premier tweet de Jacques Dorsey qui part à 2,9 millions de dollars. Bon, en plus, ce n'est pas un tweet extraordinaire. Il explique juste, alors on le voit à l'antenne, ça y est, il arrive sur Twitter. Bon, très bien. Ça vous évoque quoi, ça ? Je pense que c'est une industrie qui est nouvelle. Et comme toutes les industries nouvelles, au début, il y a un phénomène de hype important. Mais peut-être j'aimerais rebondir sur le précédent point, sur pourquoi cette folie. Je pense qu'il faut dire aussi que le champ des possibles est vraiment élargi parce qu'on a un phénomène de liquidité qui peut arriver, notamment sur le marché de l'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez représenter des actifs qui sont uniques, sous forme de tokens non fongibles, oui. Et derrière, l'échange est beaucoup plus simple. Donc vous avez beaucoup d'artistes qui se tournent vers cette technologie pour créer... Il est plus simple et sécurisé. Oui, et on élimine le tiers de confiance. De la blockchain. Donc on peut faire ce mécanisme d'enchère sur blockchain, sans tiers de confiance, et sans avoir besoin de passer par les méthodes traditionnelles qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, en fait, la création de liquidité, je pense qu'elle amène aussi cette folie, si je puis dire, mais plutôt cet engouement. Normalement, oui. Voilà. Parce que Jacques Dorsey nous dit attention, c'est pas qu'un tweet là qui s'est vendu. Je pense que des années plus tard, les gens réaliseront la vraie valeur de ce tweet, comme le tableau de Mona Lisa.
c'est loin, Jacques Dorsey. Un petit peu ambitieux par rapport à son tweet. Mais je pense que c'est la valeur là vraiment effectivement historique aussi qui joue. Le tout premier tweet de Twitter. On voit les toutes premières œuvres d'art. Il y a Beeple qui a vendu une œuvre là à 69 millions de dollars. C'était la première vente aux enchères d'un NFTs à Christie's. Donc je pense que là on est vraiment dans une phase de découverte et aussi une appropriation d'un phénomène par des personnes qui par ailleurs étaient connues. Je veux dire, Jack Dorsey, Elon Musk, évidemment, sont connus pour d'autres raisons que ces ventes de NFT. Et ça ouvre un nouveau public en fait. C'est ça qui crée aussi ce phénomène normalement. C'est que ce phénomène de NFT qui n'est pas vraiment nouveau sur le plan technique. Les premiers NFT sont nés en 2012-2013. Alors c'était encore assez balbutiant en termes d'usage, mais sur le plan fonctionnel, fondamental, on n'est pas très éloigné de ce qui existe aujourd'hui. Simplement, ici, on sort en fait d'un milieu, d'un microcosme pour arriver Parce que le NFT, ça remonte à quoi, 2012, c'est ça? Oui, c'est ça. Les premiers projets étaient construits sur la blockchain Bitcoin, en fait. En 2012-2013, on a commencé à avoir des premiers emballements, mais dans la communauté microscopique qui était à l'époque sur les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un des vecteurs vraiment importants de démocratisation des cryptoactifs en général, puisqu'on sort d'un public un peu spécialiste et on arrive sur un public de personnes connues, d'artistes et de développeurs de jeux vidéo, donc des gens qui, par nature, peut-être ne sont pas spécifiquement intéressés par les cryptoactifs. Et par les NFT, ils ont cette accroche particulière. Bon, alors je précise quand même que les 2,9 millions de dollars n'iront pas dans la poche de Jacques Dorsey. Il s'est engagé à reverser les bénéfices à une organisation qui lutte contre la pauvreté. Pierre-Nicolas Hurstel, on a évoqué l'intérêt du NFT dans le domaine de l'art, dans le milieu de l'art. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui ont tout intérêt à adopter cette technologie ? Nous, on en est convaincus. Et d'ailleurs, c'est vrai que toute cette hype autour de ces millions de dollars pour des œuvres numériques, elle est intéressante parce qu'elle fait parler de cette technologie. On peut enfin mettre ces 3 lettres nous, dans nos présentations quand on discute avec des marques, avec des clients, avec des partenaires. Mais il ne faudrait pas qu'elle fasse oublier que finalement, on peut faire bien plus. On peut faire bien plus. Et nous, on a appliqué depuis déjà plus de 4 ans, on travaille sur cette technologie. On l'applique à l'émission de doubles digitaux pour des produits de valeur, donc une sorte de passeport numérique qui vont accompagner la vie d'un produit de mode ou de luxe. Et on en a distribué et émis avec des très grandes marques, plusieurs centaines de milliers déjà, qui sont dans les mains de consommateurs finaux, qui sont des gens qui n'utilisent pas habituellement de services sur la blockchain, qui ne possèdent pas de crypto-monnaie, qui ne sont pas, si vous voulez, dans cette communauté-là. Donc oui, bien sûr, il y a un usage. L'exemple du passeport digital qu'on applique aux montres, aux sacs, aux produits de mode qui vont permettre de suivre leur vie, de pouvoir avoir de la transparence sur leur histoire après qu'ils aient été produits, de faciliter leur transmission là aussi, avec peut-être un bémol par rapport à ce qui était dit précédemment. Ça rend... Le NFT rend très facile la possibilité de prouver qu'on est bien le propriétaire légitime d'un objet authentique, mais tout ne peut pas être dématérialisé. Nous, on pense qu'on va devoir encore pendant plusieurs années s'appuyer sur des plateformes existantes pour s'assurer, faciliter ou en tout cas ramener de la confiance par rapport à l'objet physique. Mais oui, la mode, le luxe, peut-être demain les médicaments, peut-être demain certains produits consommables. L'intérêt étant, encore une fois, de pouvoir associer, donner vie sur le réseau à un objet physique qui n'est pas connecté, et à travers cette vie qu'on va donner sur le réseau à cet objet physique, de pouvoir faire plus de choses que ce qu'on pouvait faire quand on n'avait pas le double. Encore une fois, accéder à des communautés, accéder à des services, prouver qu'on en est le propriétaire, le transférer, interagir directement avec celui qui l'a produit tout en gardant nos données personnelles protégées. Donc voilà, il y a un champ infini de possibilités autour de ce petit objet numérique unique qu'est le NFT, bien au-delà de l'art et de la crypto. Quelles sont les plateformes où on peut acheter des NFT? Où est-ce qu'on les trouve, ces NFT? Alors,
Adrien. En fonction, sur Tezos par exemple, il y a plusieurs plateformes. Il y a une plateforme qui s'appelle Ik et Nunc, Calamint, OpenSea aussi, qui est une plateforme où on peut émettre ces NFT. Comment on les connaît? Comment on apprend à les découvrir? Bon, il faut faire partir un petit peu du milieu, je dirais. Oui, alors ça commence à devenir de plus en plus facile à trouver. Je pense que sur Internet, sur Google, on trouve assez facilement ces plateformes. Mais effectivement, il n'y a pas de difficulté pour s'y connecter et procéder à l'achat? Alors, il y a quand même une petite barrière à l'entrée qui est que ces achats se font en crypto-monnaie. Ouais, pour le moment, oui. Donc, il y a quand même la nécessité d'avoir un portefeuille de crypto-actifs. C'est là où on trouve le lien avec Tezos, hein, c'est ça, d'accord. Exactement, qui est Tezos, Ethereum, donc toutes les blockchains sur lesquelles on peut créer ces types d'actifs. En fait, quand vous vous connectez sur ces sites-là, les prix sont affichés en Tezos, en Ether. Et quand même, de l'autre côté, de la même façon, est-ce que tout le monde peut créer un NFT? Oui, tout à fait. Tout le monde peut créer un NFT. Alors, je vais citer l'exemple d'une joueuse de tennis, quand même, Olympikova, qui a mis en vente juste une parcelle de son avant-bras. On peut aussi parler de la marque Pringles, qui a lancé Crypto Crisp, une saveur virtuelle. Donc, tout le monde, toutes les marques, n'importe qui peut créer du NFT. Tout à fait. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a ce phénomène de hype, mais il y a aussi une certaine conscience dans le milieu artistique qui souhaitent créer pour se défaire un petit peu des tiers de confiance et donc d'utiliser cette technologie pour créer et puis commercialiser leur création et qui font un choix aussi technologique. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, nous, sur Tezos, de gens qui vont sur la technologie Tezos pour émettre des NFT parce que c'est une technologie qui est très peu consommatrice en énergie. Typiquement, si vous utilisez une blockchain qui a un algorithme de consensus plus énergivore, vous allez émettre 3 NFT avec un coût carbone qui serait équivalent au poids d'un ours polaire, alors que sur Tezos, comme c'est très peu consommateur en énergie, le coût carbone va être équivalent par exemple à un flocon de neige qui se déposerait sur le nez de... Et Tezos, c'est open source? Tezos, c'est open source, c'est une technologie qui est donc très peu consommatrice en énergie, qui est évolutive, c'est-à-dire qu'on peut amener de l'innovation technologique sur Tezos sans arrêter le logiciel, et qui est fiable parce qu'elle utilise des langages de programmation qui sont issus de la recherche française. Et c'est français, oui. Alors c'est global, mais c'est principalement développé par Nomadic Labs, qui est une entreprise française d'aujourd'hui 60 personnes basées à Paris. Oui. Simon Pollereau, est-ce qu'il y a des arnaques sur les NFT? Alors, c'est une très bonne question. Il y a effectivement des arnaques et vous l'avez dit, n'importe qui peut créer un NFT. Qui dit n'importe qui dit parfois n'importe quoi. C'est-à-dire, si vous laissez... c'est une des caractéristiques principales. Je ne sais pas si acheter la parcelle de l'avant-bras d'une joueuse de tennis professionnelle, est-ce que c'est une arnaque? Je ne sais pas. Alors, c'est toujours un peu la frontière est compliquée quand on est en train de parler de problématiques, d'art, d'objets un peu virtuels, etc. Donc, il faut quand même rester un peu prudent. Qui est en train d'émettre le NFT? Parce que n'importe qui peut le faire, encore une fois, mais potentiellement pas la personne qui a créé l'actif. Donc, on pourrait très bien avoir des contrefaçons. On pourrait très bien avoir 2 NFT pour le même actif. Que chacun peut. Donc, il faut faire très attention à la provenance. Il faut faire très attention aussi aux plateformes sur lesquelles on achète ces NFT. Donc, on en a cité quelques-unes. Donc, renseignez-vous un petit peu à l'avance parce que, évidemment, quand on commence à avoir un boom comme ça sur quelque chose qui est ouvert, facile d'accès, ça attire évidemment des gens très talentueux, ça attire aussi des opportunistes, des personnes qui vont essayer simplement de se faire le plus d'argent possible sur une hype qui est en train de se créer. Donc. Alors même Elon Musk est très prudent puisque il a voulu se lancer sur les NFT en créant une musique électro et finalement il a décidé de se retirer en disant que en fait il trouve pas ça tout à fait juste, il passe son tour sur ce coup-là. On va le réécouter quand même, cette création d'Elon Musk. Bon voilà, effectivement ça laisse songeur. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un tel objet aux enchères? Alors ce qui est amusant avec cet objet-là, c'est que c'est un objet ironique en fait. C'est un NFT qui se moque du NFT. Et pourtant, il y avait quand même des enchères qui étaient montées à plusieurs millions de dollars pour acheter le NFT. Donc on est quand même sur quelque chose
difficile de donner un prix à un NFT encore aujourd'hui. Et effectivement, là, on voit qu'il y a un emballement parce que quand on arrive à des prix comme ça sur des choses qui sont à l'origine une blague, donc c'est bien aussi qu'ils remettent un peu les choses à plat, Elon Musk, de temps en temps. Pierre-Nicolas Hurstel, quels sont... alors là, on va parler des clients sérieux, des acheteurs sérieux que vous avez déjà, vous, chez Ariane. Ariane ou Ariani, d'ailleurs? Tiens, je ne vous ai pas posé la question. Ariani, on dit Ariani. Et effectivement, quand vous posiez la question où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des NFT, comment manipuler des NFT, aujourd'hui, si vous êtes un client de la marque Bash et que vous souhaitez revendre un de vos produits, vous allez pouvoir manipuler un NFT. Si vous achetez une montre Breitling, une montre Vacheron Constantin, un sac RSVP, un sac... une paire de chaussures Satoshi Studio, enfin bon, il y a énormément de marques, petites et grandes, qui aujourd'hui émettent et distribuent des NFT pour accompagner les produits qu'elles vendent. Et c'est très important cette question de la source que Simon évoquait tout à l'heure. Notre technologie, elle permet de vérifier à tout moment qui est la source du NFT. Donc on a créé des identités de marque. En fait, chaque marque qui émet des NFT doit avoir une identité de marque reconnue sur le réseau, qui a été vérifiée par le consortium. Donc, c'est très, très important, cette notion-là, et elle est au cœur de notre technologie. Et l'autre élément important, c'est que finalement, on a créé des solutions et des interfaces pour les clients finaux qui permettent d'utiliser ces NFT de marque sans avoir de crypto-monnaie, sans avoir à manager un portefeuille de crypto-monnaie. On a inclus tout ça dans des applications, dans des web applications, avec des parcours clients simplifiés. Et donc, finalement, on a une croissance vraiment exponentielle du nombre de NFT que les marques émettent. On avait, je dirais, une centaine de milliers d'NFT créés sur notre technologie à la fin de l'année dernière. On en aura plus de 3 millions à la fin de cette année, avec de plus en plus de marques qui rejoignent et qui, je dirais, saisissent cette opportunité de pouvoir distribuer ces NFT-là. C'est une sorte de certificat de propriété, en fait, ce que vous dealez sur Ariani. Oui, ce sont des passeports numériques qui viennent accompagner la vie du produit, qui viennent remplacer le certificat d'authenticité quand il y en avait un, mais qui ouvrent bien plus de possibilités puisqu'ils vont permettre aux clients qui l'a en main d'avoir accès à des services, à de la reconnaissance, à des possibilités de transfert et de transmission qui sont largement simplifiées, avec beaucoup plus de confiance que dans le passé. Alors moi, je me souviens d'ailleurs, j'avais fait une interview du fondateur d'Ariani, c'était avant le lancement, donc c'est pas tout récent et on a quand même des projets français qui comptent aujourd'hui dans le monde du NFT. On a parlé, avant que vous n'arriviez, on a parlé de Sorare, là on a Ariani avec nous. On est plutôt bien positionné pour le coup sur cette technologie? Alors oui, je dirais que la France est particulièrement bien positionnée. Vous avez cité les deux entreprises qui sont en fait très grosses et très importantes dans le secteur des cryptoactifs. Sorare, c'est connu dans le monde entier et il y a une énorme demande en dehors de France. C'est pas un produit franco-français. Ariani aussi a une belle notoriété. Donc, et on a d'autres projets évidemment qui sont plus balbutiants, mais en tout cas, on a, je pense, identifié en France. Les entrepreneurs français ont identifié assez tôt le potentiel de la technologie, donc on est très content de voir que ça fonctionne, puisque c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française. Adrien, juste rapidement le mot de la fin, on a un enjeu de souveraineté aussi sur cette question? Toujours, quand on utilise une technologie sous-jacente, donc une blockchain, il y a un enjeu de souveraineté parce que les données relatives à l'échange de ces actifs, elles sont stockées sur un réseau distribué. Donc, il vaut mieux que l'évolution de la technologie sous-jacente, elle soit maîtrisée dans le pays de son choix. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre-Nicolas Hurstel, CEO d'Ariani. Merci à Adrien Zera, responsable de l'adoption de la technologie Tezos en France chez Nomadix Lab. Et merci à Simon Pollereau, président directeur général de l'ADAN. Juste après la pause, on quitte les NFT. On va dans le monde du jeu vidéo découvrir un format de pub intégré dans les jeux.
Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. On va passer à la chronique Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby et donc notre chroniqueur hebdomadaire dans Smartech. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, d'ailleurs chaque semaine, je présente votre entreprise comme spécialiste de l'in-game advertising. Alors c'est vrai qu'en traduisant les noms, on comprend quand même que ça parle de pub dans les jeux, mais finalement on n'a jamais encore détaillé ce que ça représentait, ce format publicitaire dans l'économie du jeu. Donc ça va être le sujet de votre chronique aujourd'hui. Tout d'abord, expliquez-moi pourquoi vous êtes lancé sur ce secteur alors que vous étiez dans la presse numérique. Écoutez, pour des raisons très simples. D'abord, l'industrie du jeu est une industrie qui est vraiment fascinante et dans laquelle il y a encore énormément de choses à inventer. Et si c'est une industrie qui est, on va dire, exigeante, c'est aussi une industrie où il y a des potentialités qui sont énormes. Donc effectivement, moi j'avais monté une société dans le domaine de la presse en numérique en 2009 que j'ai revendue au groupe Altis en 2017. C'était top chez Altis. Mais voilà, il y a 2 ans et demi, j'ai eu envie de recréer une société dans une industrie que j'adore, dans laquelle il y avait un vrai défi technologique. Et donc me voilà chez Gatsby. Et on voit que vous l'adorez, cette industrie, parce que vous êtes là toutes les semaines. Alors pourquoi l'in-game advertising ? Alors regardez ce que c'est que l'in-game advertising sur la petite vidéo. En fait, l'in-game advertising, c'est la capacité de délivrer de la publicité dans les scènes de jeu pendant que le joueur joue. Comment ça se déroule ? En fait, l'éditeur du jeu ou le développeur du jeu va positionner des billboards dans le jeu, un peu comme un JCDecaux le ferait dans une ville. Puis les technologies Gatsby vont nourrir ces billboards par de la publicité. En termes de confort, on ne peut pas faire mieux, puisque le joueur n'est absolument pas dérangé. Et puis même, ce type de publicité peut contribuer à augmenter le réalisme, si vous voulez. Alors vous dites les techno Gatsby, là vous faites votre pub, mais c'est un peu ma pub. Vous n'êtes pas le seul à faire ça quand même, l'in-game advertising. Je suis pas le seul, vous me rassurez, d'accord. Donc ce format, est-ce qu'il est nouveau ? Parce qu'on a l'impression de l'avoir quand même déjà vu, je ne sais pas, quand on joue dans des jeux de foot par exemple, autour du stade, on voit des pubs s'intégrer. Absolument. Alors, avant de regarder s'il est nouveau ou pas, regardez l'étude qui a été faite par GamesPress il y a à peine un mois, qui montre que l'in-game advertising est un format qui est extrêmement apprécié et qui est tout à fait accepté par les joueurs. C'est même le format le plus apprécié et le plus apprécié par les joueurs. Quand on regarde un petit peu le marché de la bannière, de l'interstitiel ou du rewarded, on se dit qu'un format qui est encore plus accepté peut avoir un potentiel qui est assez intéressant. Donc, vous avez raison. Pas nouveau. C'est pas nouveau, l'in-game advertising, ça existe depuis 30 ans dans les jeux de sport notamment. Mais avant, les pubs, en fait, elles étaient codées en dur dans le jeu. Elles étaient prévues pour toute la durée du jeu. Et donc, si vous vouliez faire évoluer, et la même pour tout le monde, donc si vous vouliez faire évoluer les publicités ou même enlever une publicité, il fallait faire une mise à jour. Un peu compliqué. L'in-game advertising, au sens moderne du terme, apporte de la dynamisme. C'est-à-dire que, typiquement, vous n'allez pas voir la même pub que moi en in-game advertising. Bon. Et les annonceurs vont pouvoir cibler une géographie, un type de population, typiquement, je ne sais pas, cibler tous les hommes de 34 à 50 ans. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est nouveau. Et l'in-game advertising aussi amène la gestion de la pression publicitaire. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, typiquement, peut-être qu'une population va moins accepter de pub qu'une autre. Et donc là, notamment les éditeurs de jeux mobiles, qui sont les champions de la gestion de la pression publicitaire, vont pouvoir s'emparer de ce nouveau format pour générer des revenus substantiels et intéressants. Et ça aussi, c'est nouveau. Bon, je disais, vous n'êtes pas seul, vous avez beaucoup de concurrents, j'imagine, avec un format aussi porteur. J'ai beaucoup de concurrents. En fait, on n'est pas tant que ça. On est 5 sociétés peut-être dans le monde à savoir faire de l'in-game advertising, parce qu'en fait, il y a d'abord un vrai défi technologique. Afficher des pubs dans le jeu, contrairement aux bannières, c'est intrusif dans le jeu. On va mettre des lignes de code dans le jeu, donc il ne faut pas ralentir le jeu, il ne faut pas consommer trop de RAM, il ne faut pas consommer trop de CPU, notamment quand on affiche énormément de pubs. Typiquement sur le web, vous voyez, quand vous chargez un site web, des fois ça racle parce que le site web va charger plein de pubs. Là, dans le jeu, c'est juste impossible. Il faut que le jeu soit ultra fluide. Donc, une société qui fait de l'in-game advertising doit déjà relever ce premier défi technique. Ensuite, il y a un deuxième défi qui est de celui de rapporter de l'argent aux éditeurs. Eh oui, quand même. Alors, les éditeurs, ils peuvent cibler, vous m'avez expliqué, une audience et associer leur marque à des bons jeux. Donc, a priori, ça devrait bien se passer quand même.
Ça devrait bien se passer, sauf que les grandes marques, aujourd'hui, boudent l'univers du jeu vidéo. Elles ne s'affichent qu'au travers d'opérations spéciales, comme typiquement Gucci dans Tennis Clash, par exemple. Pourquoi est-ce que les grandes marques ne vont pas dans les jeux vidéo? D'abord, parce qu'elles ne sont pas certaines de n'être qu'avec des grandes marques, et donc elles n'ont pas forcément envie d'être associées à des marques grand public, et puis elles n'ont pas envie de s'afficher sur des formats qui enquiquinent les joueurs, les grandes marques. Bon. Et c'est là que l'in-game advertising, en fait, prend aussi du sens, et c'est là aussi un des défis supplémentaires d'une société comme Gatsby, c'est que la plateforme Gatsby va être quelque part, en fait, une mise en correspondance des certains types de studios avec un certain type de marque. Typiquement, on va garantir à des marques grand public d'aller dans des jeux faciles, d'aller plutôt dans les jeux grand public, et puis de garantir aux grandes marques d'être dans des jeux de prestige et de n'être qu'avec des grandes marques. Et donc, le contrôle de la qualité, en fait, est un vrai sujet qui est central dans nos types de propositions de valeur. Bon, alors, pour terminer, combien ça peut rapporter l'in-game advertising au studio? Si je veux être précis, il faut que je distingue la publicité directe de la publicité indirecte. Il y a deux formes de publicité. La publicité directe, c'est une marque qui veut afficher dans un jeu. Bon, c'est une opération spéciale. Et la publicité indirecte, c'est une marque qui va plus cibler un jeu cette fois-ci, mais qui va cibler une audience. Et donc, potentiellement, plusieurs jeux. Dans les bannières, l'interstitiel et la vidéo, c'est exclusivement de la publicité en provenance de l'indirect. Ce qui est intéressant avec l'in-game advertising, c'est que ça peut gérer à la fois la publicité directe et la publicité indirecte. Quand on sait que la publicité directe rapporte plus que la publicité indirecte, ça commence aussi là à devenir intéressant. Combien ça rapporte? Un chiffre, oui. Un chiffre. Un panneau d'in-game advertising va rapporter un peu plus qu'une bannière classique dans la publicité. Une vidéo d'in-game advertising va rapporter un peu moins qu'une vidéo interstitielle ou rewarded. Un chiffre d'un panneau, ça va être 1,5$ pour 1000 impressions aux US, et une vidéo en in-game advertising, ça va être entre 10 et 15$. Merci beaucoup, Guillaume. Je ne vous ai pas parlé du direct, parce que là, le direct en in-game advertising, là, ça rapporte énormément aux éditeurs. Merci Guillaume Monteux, président de Gatsby, pour ces éclairages sur l'in-game advertising. À suivre, la découverte d'une caméra d'un nouveau genre. Elle réalise des mesures de santé. À quoi ressemblera demain? Alors chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous ses trouvailles parmi les innovations qui pourraient changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de télémédecine qui permet déjà de réaliser des consultations médicales à distance, mais pour l'instant, ça ne permet pas encore de prendre des mesures. Pour cela, il faut à chaque fois passer par un examen physique ou alors des cabines médicales très connectées et super équipées. Mais cela dit, demain, puisqu'on est dans cette projection, tout ça pourrait devenir beaucoup plus simple. Oui, parce que je vous présente aujourd'hui une solution qui, quand elle sera commercialisée, sera la première à rendre possible des mesures médicales grâce à une simple caméra, que ce soit la caméra de votre smartphone ou celle de votre ordinateur, une technique absolument sans contact. Le logiciel Caduci a été développé par une start-up française qui s'appelle iVirtual, et donc il transforme les caméras en outils de mesure grâce à l'intelligence artificielle et surtout à la photoplétismographie sans contact qui s'appelle la RPPG. C'est une technique d'exploration vasculaire non invasive. Comment ça fonctionne? Alors en fait, le principe, c'est de regarder la peau avec des photorécepteurs. Ici, ce sera les caméras. Ces photorécepteurs vont mesurer les variations d'intensité lumineuse associées à l'apport de sang dans les tissus de notre visage. Nos caméras peuvent donc faire office de photorécepteurs, et tout ça se base sur un phénomène qui est invisible à l'œil nu, mais qui pourtant est bien réel, la réflexion de l'oxygène qui est dans notre sang grâce aux rayons lumineux. Et bien sûr, la quantité d'oxygène qui traverse nos vaisseaux va varier en fonction du flux sanguin, en fonction du sang qu'on va apporter à nos muscles. Résultat, les modulations de la lumière réfléchie vont apparaître en même temps que le flux sanguin va varier. Et donc ces modulations-là, elles vont être traduites par une onde périodique. Et en toute logique, cette onde périodique des modulations lumineuses
elle va correspondre à l'onde cardiaque, c'est-à-dire précisément à la fréquence cardiaque. On obtient tout ça grâce aux simples micro-variantes des couleurs de notre visage. Alors, on a vu à l'image un patient qui se faisait filmer. Comment ça se passe pour lui, pour le patient? Mais c'est ça, c'est très simple. Il ouvre l'application ou alors le site internet, ça dépendra de comment la solution va être présentée sur le web. Et il va poser comme ça pendant 30 minutes sans bouger, exactement comme s'il faisait un selfie. Et là, tout va se passer. La caméra va enregistrer le flux, le mouvement du flux sanguin avec la réflexion de la lumière. Au bout de ces 30 secondes, toutes les données vont être traduites grâce à l'intelligence artificielle. Et grâce à cette technique, on va obtenir les mesures de la fréquence cardiaque, mais aussi la fréquence respiratoire, la fréquence de saturation en oxygène et la tension. Plein d'éléments comme ça qu'on obtient grâce au flux sanguin. Parce que cet outil, je le redis, il sert à analyser le flux sanguin à distance. Et donc tout ça sans avoir recours à un seul appareil spécifique. Cette solution, elle est à l'origine développée par 2 chercheurs de l'Université de Lorraine pour traiter en particulier les patients à gros potentiel de stress, comme les autistes, par exemple. Et donc, on voit le potentiel pour la télémédecine. Quand est-ce que ce sera utilisé par les médecins? Alors, j'ai lu qu'il y aurait un partenariat en cours, en préparation avec une entreprise du CAC 40, qui serait en vue de l'intégration de la solution dans les plateformes de téléconsultation. Donc, pas de date pour l'instant, mais quand ce sera fait, ce sera la première solution disponible en télémédecine pour permettre des mesures de fréquence cardiaque sans contact sur le marché médical. Et on pourra dire qu'on a été pratiquement dans les premiers. On pourra dire. À en parler. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, cette émission qui était en grande partie consacrée à la découverte du phénomène des NFT, ces jetons numériques uniques qui permettent de s'échanger un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui à des valeurs complètement faramineuses, mais qui sont vraiment une tendance de fond sur les crypto-monnaies, les crypto-actifs et ce retour de la rareté dans le monde du numérique. Alors, à suivre, le Lab, vous allez découvrir de nouvelles entreprises du numérique qui vont venir pitcher. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.